Le quotidien Sabah révélait donc en fin de semaine dernière cette information selon laquelle le pseudo-ministre de la Défense du Front Polisario aurait été blessé par un coup de feu lors d'un entraînement militaire à Tindouf. La publication ajoute que le tir pourrait être volontaire. Le soldat en question aurait profité de ses entraînements pour un règlement de compte. Par ailleurs, le 360 a rapporté il y a quelques jours des protestations de plusieurs dizaines de Sahraouis contre le siège militaire qui leur est imposé à Tindouf. Le 360 qui a d'ailleurs publié une vidéo de ces manifestations. Aziz Bousta, c'est pas la première fois effectivement que les séquestrés de Tindouf montrent leur ras-le-bol. C'est le blackout sur place, on le sait. La presse algérienne d'ailleurs n'en a pas fait écho. Est-ce que c'est l'étau qui se resserre chaque jour un peu plus autour du Polisario et de ses dirigeants surtout? Oui, on peut le dire. Ça fait quand même plusieurs mois qu'il y a des émeutes et des manifestations dans les camps de Tindouf. On peut même dire plusieurs années. Plusieurs années, mais depuis quelques mois, ça chauffe parce que ça tire et ça tue. Et plus on tue, vous savez comment ça se passe, plus on tue de gens et plus il y a des gens dehors, il y a des vidéos qui ont tourné, il y a eu des témoignages qui ont été faits. Et ça, c'est ce que je disais il y a un instant pour la CAF, les peuples africains changent, les peuples africains veulent du changement en face, puisque eux, ils changent, puisque de nouvelles générations, ils veulent du changement. Alors, il faut savoir que ces gens sont dans les camps depuis une quarantaine d'années. Et que depuis une quarantaine d'années, il y a eu une nouvelle génération qui est arrivée. Une nouvelle génération qui est isolée du monde, qui ne sait pas ce qui se passe dans le monde et qui vit dans des conditions d'existence particulièrement précaires. Or, en 2015-2016, il a commencé à y avoir pas mal de choses. D'abord, on a mis Internet dans ces camps, d'une manière contrôlée, d'une manière limitée. Mais Internet, c'est Internet. Et avec Internet, les jeunes ont commencé à voir ce qui se passe de l'autre côté, ce qui se passe Ils envoient des vidéos. Ailleurs. Pardon ? Ils envoient des vidéos. Ils envoient des vidéos. Ils en reçoivent aussi de comment ça se passe au niveau du Sahara au Maroc, comment ça se passe dans les autres pays du continent. Et donc, ils ont finalement compris qu'ils sont en train de passer à côté de quelque chose. Maintenant, il s'est passé des choses qui sont... il faut savoir des choses qui sont importantes. C'est que au niveau du Polisario, à la tête du Polisario, il y a des clivages entre Brahim Rali, le chef, et son ministre de la Défense. Chacun a ses allégeances à Alger. Or, on sait bien qu'à Alger, c'est le marasme politique aussi, que ça ne va pas bien, qu'on est en pleine crise de succession ouverte, avec un président qui est malade, avec une économie, une crise sociale. Et donc, le Polisario a de la peine à se maintenir et à maintenir un semblant d'ordre. Deuxièmement, il y a la nouvelle génération qui arrive, des gens qui ont été se former un peu partout, en Algérie, en Espagne, à Cuba, en Libye ou ailleurs. Ce sont des gens qui reviennent. Alors, une fois qu'on connaît ça, on revient à l'histoire, à la question, à l'affaire de Guelgarat. Guelgarat, ce qu'est en train de vouloir faire le Polisario, comme on l'avait dit, c'est de créer un État de fait, un territoire de fait. Donc, avec un poste de douane, c'est ce qui a suscité la réaction du roi Mohamed VI avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Et ce que veut faire Brahim Rali maintenant, c'est de prendre une partie de la population et de l'installer à Guelgarat, ce qui est pratiquement la condamner. Ces gens ne veulent pas y aller, les jeunes ne veulent pas y aller, et la population ne veut pas y aller, ne veut pas faire la guerre par procuration au nom de gens qui sont en train de régler des calculs politiciens. Alors, l'ensemble de ces choses-là, l'arrivée d'Internet, l'émergence d'une nouvelle génération, ceux qui viennent, les gens formés qui viennent de l'extérieur et qui voient, bon, ils sont à Madrid, ils sont à La Havane, ils sont un peu partout, à Alger, en France, et ils voient les conditions précaires. Si on agrège tous ces éléments, on comprend qu'il puisse y avoir un vent de contestation. Mais de l'autre côté, Brahim Rali et ses amis, ou sa bande, on peut redire, ne savent pas ce que c'est une contestation, comment gérer, comment négocier, comment discuter. Eux, ils connaissent le langage de la violence. Ils détournent les aides, ils répriment, ils contrôlent, ils surveillent. Et forcément, quand il y a cette crise de confiance entre une population et des dirigeants, bah forcément, ça donne ce que ça a donné. Et ce qui devait arriver arriva, on a tiré et on a tué. Donc on peut penser que maintenant, il y a des choses qui sont en train de se passer graves et que le Polisario est en train d'imploser. Et c'est certainement pas l'Algérie qui l'a toujours soutenu, qui continuera de le soutenir, parce que politiquement, l'Algérie est aussi en train d'imploser. Alors, Mourtada Kelami, quel regard vous portez sur ce qui est en train de se passer à Tindouf, dans les camps de Tindouf? Un regard assez inquiet pour les séquestrés de Tindouf. Ça, forcément, les malheureux.
Aziz le rappelait à l'instant, ça fait 40 ans quand même qu'ils vivent une forme d'enfer. C'est la ville de Tindouf est une caserne militaire en soi. Ça, c'est même c'est la presse algérienne qui le dit. Oui. C'est El Watan qui avait fait un papier expliquant que c'était une ville sous contrôle militaire, que un certain nombre de quartiers sont barrés même à leurs propres habitants pour des raisons de sécurité. Enfin, c'est un peu c'est l'horreur militaire, quoi, en quelque sorte, dans la mesure où il s'agit pas des nobles missions d'une armée quelle qu'elle soit qui se bat pour protéger son pays, mais il s'agit de tenir une population en otage derrière des grillages et des barbelés, et forcément le nombre d'injustices que ça entraîne et que ça génère crée des réactions. Alors après, c'est très difficile de savoir exactement ce qui s'est passé. On parle effectivement, Aziz parle de morts dans la répression. Il est question d'un cadavre qui aurait été accroché à un véhicule, qui aurait été traîné, etc. Comme on voit ça en Syrie. Hein. Bon, alors c'est encore une fois là, j'en parle, mais j'ai pas de moyen de vérifier l'information, mais on a un certain nombre de raisons qui permettent de comprendre que effectivement les malheureux qui sont derrière ces barbelés n'en peuvent plus et ont besoin de liberté. Alors, Mélanie Frédéric-Siglier et ensuite Alaa Shakir. Mélanie, effectivement, on le disait, c'est le blackout sur place avec très peu d'informations qui filtrent, hormis ces quelques vidéos qui arrivent à sortir. À quel scénario on peut s'attendre ? Alors, c'est compliqué d'imaginer les scénarios qui vont arriver à advenir dans les quelques semaines et mois à venir, parce que sur le court terme, honnêtement, je suis pas une bonne prospectiviste. Hein. Je me plante à chaque fois, donc du coup, je vais essayer d'éviter aujourd'hui, histoire qu'on me le reproche pas trop. Par contre, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on sait que le Polisario est dans une situation difficile, parce que depuis la chute du régime libyen, il manque d'argent. Donc, quand on manque d'argent et que dans le même temps, on n'arrive pas à freiner l'arrivée de la modernité dans un camp comme Tindouf, avec notamment effectivement Internet, les portables en fait qui permettent de filmer, de transmettre des informations et d'en recevoir, et ben évidemment on se retrouve dans une situation qui devient évidemment très très instable et compliquée. Le problème et le risque, c'est que on le disait tout à l'heure, l'opposition et la décision du Maroc de reprendre ou de prendre la place qu'il a décidé sienne dans la région est telle, et dans un moment d'instabilité effective en Algérie qui est lui-même tel, que forcément les choses se radicalisent dans les réactions sur le terrain. Donc effectivement, ça peut aller d'autant plus vite, d'autant plus loin et être d'autant plus meurtrier sur le moment. Mais à long terme, il n'y a pas d'issue favorable au Polisario. C'est pas possible. Mais par contre, à court terme, ça peut faire des victimes, ça peut provoquer des incidents effectivement assez graves, peut-être des interventions militaires qui seront vite réglées, parce que et là, on est dans un temps de réaction exacerbé par le fait qu'ils sont acculés. En fin de compte, ils sont au pied du mur. Donc ça, je pense que c'est ce vers quoi on tend probablement. Maintenant, encore une fois, je suis absolument convaincue que cette histoire du Polisario est pliée depuis déjà des mois, je vous le dis. Je vous l'ai dit déjà depuis des mois, peut-être même depuis plus d'un an maintenant, j'en suis absolument convaincue. Simplement, les derniers soubresauts peuvent être extrêmement virulents et violents. Oui, Alaa Shakir. Oui, vous savez, il y a une question qui se pose, c'est que l'Algérie peut-elle encore se cacher de tous les abus qui ont lieu à Tindouf? Parce qu'il y a des rapports internationaux qui sont quand même assez importants, assez pointus, assez précis. Les ONG écrivent, Amnesty International, c'est inquiétant, et donc cette prison à ciel ouvert mériterait quand même que l'on s'y penche, que notamment l'ONU s'y penche, le Conseil de sécurité, la MINURSO. Parmi ses fonctions, c'est peut-être aussi de voir les conditions de vie désastreuses de ces
ces populations-là depuis presque une quarantaine d'années aujourd'hui. Donc je crois qu'ici, il y a vraiment des questions élémentaires qu'on pose et on se dit quel est le poids, quelle est la force de l'Algérie dans cette question. Le Polisario brime le droit à l'expression, beaucoup d'intimidation. Brahim Rali, son leader, justement, il est accusé de crimes contre l'humanité, il ne peut pas se déplacer, l'Espagne le recherche. Donc on est vraiment sur un cas de figure où c'est un peu le dernier quart d'heure. Maintenant, il faut comprendre aussi que le Front Polisario, c'est pas uniquement une présence sur le terrain, mais c'est aussi une présence à l'international avec beaucoup de médias, beaucoup de présence. À chaque fois, ils répondent présents pour des questions, pour rappeler malheureusement, pour rappeler effectivement leur situation. Et ça, nous devons absolument y faire face avec des médias puissants, avec des interlocuteurs puissants, avec une bonne représentativité. Le rôle diplomatique est important, le rôle culturel, le rôle journalistique est très important, la maîtrise du dossier est importante. Et rappeler des piqûres d'appel, c'est important parce qu'ils le font justement sur beaucoup de stations. Donc aujourd'hui, on est sur une zone c'est très confus parce que c'est une zone effectivement discuter avec une population effectivement qui voudrait rejoindre le Maroc mais qui est séquestrée. C'est le Polisario qui gère, c'est l'Algérie qui contrôle. Véritablement, on est dans une situation où l'ONU devrait trancher la question. Ça n'est pas une petite prison, c'est quasiment une ville. Donc, il me semble que les satellites peuvent le montrer. Et aussi, il faut bien voir que avec les collègues l'ont dit, avec l'arrêt du support financier et militaire de pas mal de nations, notamment l'Amérique latine qui change de cap, notamment la disparition du régime kadhafiste. Donc on est sur un essoufflement qui va durer. Maintenant, attention, le Maroc est une nation souveraine, est une nation à part entière qui a une image à garder et malheureusement cette entité mercenaire va utiliser tous les moyens possibles pour essayer de provoquer. Donc attention à la provocation, attention aux erreurs et puis être vigilant et surtout appeler à ce que l'ONU fasse son travail. Monsieur Guterres, aujourd'hui, qui connaît bien la situation, qui connaît bien la région, doit comprendre que Tindouf n'a plus raison d'être, n'a plus raison d'exister. Il y a des prisonniers là-bas, il n'y a pas de raison, effectivement, sans jugement. Ce sont des personnes qui sont coupées de tout, dans des conditions, je ne sais pas si, vous savez, Tindouf, c'est pas loin de Mohamed Rizlan, les conditions de vie sont très, très, très difficiles, en hiver comme en été. Donc vraiment, avec un peu d'humanisme, il faut vraiment se pencher sur la question et trouver une solution pour que l'Algérie prenne ses responsabilités face à cela. Aziz Bousta, pour terminer effectivement sur le Polisario, on a appris il y a quelques jours effectivement de la part du BCIJ que la menace terroriste était élevée sur le Maghreb. Le BCIJ qui regrette effectivement qu'il n'y ait pas de collaboration avec les services sécuritaires algériens. Mais ce qu'on retient surtout, c'est finalement ces collusions entre Daesh et certains membres du Polisario. Alors c'est de plus en plus connu que les gens du Polisario ont établi des liens avec tous les hors-la-loi qui essaiment dans la région. Alors c'est les gens c'est la nébuleuse terroriste, que ce soit ou Daesh ou Aqmi, oui. Ou Al-Sardine aussi, de Morsa Ben Voilà, donc ouais. Donc c'est ce qu'a dit le patron du BCIJ en disant qu'il y a une centaine de jeunes du Polisario qui sont dans les rangs de Daesh, ce qui est très grave. Donc là, il y a la communauté internationale qui devrait commencer à s'intéresser à ça. Et je pense que c'est le cas maintenant avec Antonio Guterres, le nouveau patron de l'ONU. Il y a aussi pour le financement, les Algériens, la crise financière, la crise économique en Algérie fait qu'il y a moins de financement. Donc, on est en train, au niveau du Polisario... Ça effectivement l'axe Abuja-Pretoria qui n'existe plus. L'axe Alger-Abuja-Pretoria qui n'existe plus. Donc, c'est directement l'axe Alger-Pretoria. Les deux chefs de l'État, aussi bien en Afrique du Sud qu'en Algérie, sont très mal en point pour des raisons différentes, mais très mal en point. Oui. Et donc, donc le financement du Polisario commence à se réduire. Alors, les gens du Polisario, ça donne à des activités criminelles ou crapuleuses ou délictuelles. C'est le détournement des aides humanitaires qui viennent des ONG, qui viennent de l'Union européenne. C'est des accointances avec les trafiquants. Donc, les trafiquants en tout genre, des trafiquants de drogue, des trafiquants de produits manufacturés, des trafiquants d'êtres humains. Et donc là, on est en pleine activité crapuleuse. Alors sur ces entrefaites, il y a ce que je disais tout à l'heure, les jeunes qui ont été se former à l'extérieur et qui reviennent. Et qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient ça. Alors on leur a vendu l'idée d'un pays, on leur a vendu l'idée d'un Maroc colonisateur, d'un Maroc... Mais ils viennent, ils voient quand ils étaient en Europe, ils ont vu ce qui se passait aussi bien au Maroc qu'en Algérie que dans les camps. Et ils viennent, ils rentrent dans les camps et ils voient Et puis beaucoup passent par le Maroc aussi.
Beaucoup déjà reviennent au Maroc. Ils sortent, ils vont des camps à un pays étranger pour étudier, mais après ils ne reviennent pas forcément dans leur camp. Mais ils reviennent, il y en a qui reviennent, une partie qui revient au Maroc, et une partie qui reste dans le pays d'accueil. Mais ceux qui reviennent voient ce qui se passe et ils se disent que bon, finalement on leur a vendu du vent, on leur a rien vendu du tout, avec un Brahim Ghali qui fait du n'importe quoi et donc il y a une idée qui commence à germer. Au niveau des camps de Tindouf, c'est oui à l'autodétermination. Donc ça, je ne vous apprends rien, c'est leur leitmotiv depuis 40 ans, l'autodétermination, mais une autodétermination un peu particulière. S'il vous plaît, laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Si les gens veulent rester ici, qu'ils restent ici, qu'ils continuent de faire ce qui est le... S'ils veulent aller en Algérie, libre à eux d'aller en Algérie. S'ils veulent aller au Mali, mais s'ils veulent aller au Maroc, c'est-à-dire libérer, ouvrez, enlevez ces barbelés et laissez les gens décider d'eux-mêmes. Donc vous imaginez que ce genre de phrases qui sont émises par des gens qui connaissent bien la situation, qui connaissent bien la problématique et qui ont le choix, vous imaginez bien comment devrait réagir un Brahim Ghali qui arrive, qui n'a pas la légitimité, si on peut parler de légitimité de Mohamed Abdelaziz, qui était là pendant 35 ans, un Brahim Ghali qui arrive et qui se retrouve acculé de toutes parts. D'abord, il n'y a plus le soutien algérien. Les Algériens sont pris dans leurs problèmes politiques et sont pris dans leur grande crise financière. Il y a un Maroc qui est de plus en plus offensif sur la scène africaine. Donc, il est à l'Union africaine. Il y a les pays de la région qui ont compris, même la Mauritanie, avec laquelle on avait des relations plutôt en froid, est en train de se rapprocher de Rabat, avec des hauts, avec des bas. Mais bon, le train est dans un rapprochement. Donc, ce Brahim Ghali, vous voyez bien ce qu'il est en train de faire à Guelgarat, c'est-à-dire créer un fait accompli. Et ce qui m'inquiète, c'est que ça peut aller encore plus vite parce qu'on est à exactement un mois du début de l'examen de la question du renouvellement de la MINURSO par le Conseil de sécurité. Je ne pense pas que le Polisario veuille aller dans cette situation où il n'a pas obtempéré à l'injonction de Antonio Guterres de se retirer de Guelgarat, et ce que j'ai dit tout à l'heure, de vouloir peupler cette région en envoyant des gens et en installant des camps, ça créera du remous. Donc je pense que, comme pour le gouvernement, comme dans mon optimisme habituel, il y aura des choses qui vont se faire en 2017 pour la question du Sahara. Et très certainement au profit du Maroc, je le pense. Alors, on termine, Mortada Kalami. Oui, là, je pense que de toute façon, le Maroc tient le high ground, comme disent les Américains, le terrain élevé. Et ne serait-ce qu'avec cette affaire de Guelgarat, puisque effectivement c'est maintenant le Polisario, alors sans mauvais jeu de mots, est en train de se tirer une balle dans le pied. Hein, ils ont l'air de savoir faire ça. Puisque effectivement le Maroc a respecté à la lettre les instructions de l'ONU et que c'est le Polisario qui montre qu'il est tout à fait hors la loi et ne respecte même pas les demandes